Merci beaucoup d'être venu pour ce dernier cours qui va être un cours de conclusion, si bien qu'il y aura peu de diapositives à montrer. Simplement, je terminerai sur un dernier poème, puisque nous allons simplement, sans retourner à des exemples que nous avons déjà vus, je vais essayer de tirer quelques conclusions. Vous savez que ce cours s'inscrivait donc dans cette série sur la philologie de la civilisation japonaise qui consiste à retrouver au cours de l'histoire le processus selon lequel ce qu'il faut bien appeler la civilisation japonaise s'est différenciée presque consciemment de la civilisation chinoise en élaborant une langue indépendante, une tradition indépendante qui s'est voulu très tôt mise en parallèle avec la chinoise et en occultant en quelque sorte, en tout cas en faisant disparaître dans un lointain anhistorique les sources proprement langagières et culturelles chinoises. Nous avions vu, je ne vais pas refaire le résumé, les 4 cours précédents. Vous vous souvenez que l'an dernier, notre cours avait été consacré à un petit traité de Kukai qui s'appelait le Shoji Jisogi, n'est-ce pas, la réalité, le sens réel de ce que j'ai traduit par graphème, de phonème, graphème et aspect du réel. C'était une réflexion sur le langage qui n'abordait pas la langue japonaise. Mais nous avions vu à travers les commentateurs comment justement la tradition exégétique japonaise de ce petit traité très court mais très, très dense avait pu relier assez rapidement les questions qui étaient traitées à la langue japonaise elle-même. Or, dans ce traité, Kukai disait que tout niveau du réel, enfin du réel ou du phénoménal plutôt, avait son propre langage. C'est pas son propre langage, ses propres signes, c'est moji, monji. Et c'était valable non seulement pour les 10 niveaux de l'existence, jukai, les 10 niveaux de l'existence, donc qui vont des 6 voies jusqu'au plan de Bouddha, Bukkai, le plus élevé. C'était valable donc pour tout l'animé, mais c'était valable aussi pour tous les niveaux d'animaux, n'est-ce pas, qui sont animés aussi. Dans les Jikkai, vous avez les Chikusho, les animaux, et Kukai parlait effectivement, avec les commentateurs, du langage des animaux. Et vous aviez aussi les monji, alors il ne faut même plus dire graphème, mais là il faudrait retourner à une sorte de sémiologie, puisque tous les signes, même tous les signes géographiques, tous les signes du monde réceptacle, étaient porteurs de sens et étaient des dérivés d'un signe ultime, moji encore une fois, qui était traduit dans notre monde phénoménal par les bonji. Les bonji, c'est-à-dire les lettres brahmiques, les signes indiens, les signes utilisés dans les mantras ésotériques. Donc tout signe, tout phonème et tout graphème, à quelque niveau phénoménal que ce soit, est dérivé d'un signe fondamental qui est le bonji du plan de Bouddha et qui se traduit, qui s'estompe, qui se dissout graduellement à chaque degré du phénoménal. C'est une idée très importante dans la mesure où ce traité a été rédigé au début du IXe siècle, vous vous en souvenez, et il a donc, on ne peut pas le dater exactement, disons autour des années 814-820. Ça n'a pas de... Et comme je vous l'avais dit à l'époque, ce sont en réalité, comme ça se fait souvent au Japon, Kukai ne rédige pas un texte nouveau, un texte original, mais il le remanie, il recompose des textes chinois qui sont eux-mêmes dérivés de textes indiens, n'est-ce pas ? Des textes indiens assez fraîchement arrivés en Chine, puisque on peut dater du 8e siècle l'arrivée en Chine de ces idées. Étant donné le caractère précoce du traité de Kukai, donc début du IXe siècle,
c'est une idée, et comme je vous l'avais peut-être dit à l'époque, ces idées de Kukai ont été après reprises, développées plus ou moins explicitement dans l'autre école, la grande école rivale de Kukai, qui était le Tendai, n'est-ce pas? Il y a eu une guerre de l'ésotérisme, peut-on dire, au IXe siècle entre l'ésotérisme du Shingon-shu qui a été élaboré par Kukai et l'ésotérisme du Tendai, le Taimitsu, qui a été élaboré par Saicho. Il y a donc eu une sorte de concurrence pour savoir laquelle des deux écoles allait s'approprier ou allait établir le système ésotérique le plus, il faut bien dire, le plus attractif. Et il y a eu donc tout au long du IXe siècle un développement de la pensée ésotérique du Tendai, du Taimitsu, qui était fondé aussi sur la valeur des lettres brahmiques et des mantras. C'est donc quelque chose qui est en arrière-plan de la pensée bouddhique de l'époque, mais aussi de la culture de l'époque. Et lorsque nous sommes ici au tout début du XIe siècle, aux environs de le Wakando Eishu est daté des alentours de 1013, comme je vous l'ai déjà dit. Donc nous avons tout cela derrière une réflexion sur le langage qui, en tout cas, a imposé dans le monde non seulement de la scolastique bouddhique, mais dans le monde lettré en général, l'idée que, quel que soit le niveau de langage ou de signe, ils sont tous reliés à une dimension suprême. Et il y a une sorte de phénoménologie du langage qui justifie chaque niveau par rapport à ce niveau ultime. C'est dans ce contexte qu'il faut voir notre traité du Wakan Roeishu, dont je vous ai dit qu'il était très important au Japon jusqu'à l'époque moderne, pas pour les raisons que je viens de résumer, qui sont donc l'arrière-plan culturel, et pas non plus pour les raisons que j'ai essayé de mettre en lumière tout au long de ce cours et que je vais résumer ici brièvement, mais parce que c'était considéré comme une sorte de compendium, de petite encyclopédie de poche, en quelque sorte, de toute la culture, disons, c'était la poésie sino-japonaise pour les nuls de l'époque, et qui permettait à tous les gens qui ne pouvaient pas se consacrer à l'étude profonde de ces domaines, d'avoir un vernis de culture qui s'est conservé jusqu'à maintenant. C'était un texte très populaire, je vous le rappelle. On a beaucoup de citations littéraires qui rappellent que les gens marchant dans la rue chantonnant un vers tiré du Wakan Roeishu. Vous avez l'emploi didactique dans les écoles, dans les Teragoya, etc. Et puis, comme vous le savez, l'un des principaux témoins de cette popularité, encore à une date aussi tardive que les environs de 1600, c'est que les missionnaires étrangers, donc essentiellement portugais, qui étaient arrivés au Japon et qui avaient installé une presse, une imprimerie à Mangusa, n'est-ce pas, dans le sud du Japon, ont fait un travail d'impression assez important de livres en langue japonaise, mais translittérés en alphabet latin. Ils ont fait un tout petit nombre d'impressions en langue japonaise, en langue et écriture japonaise, et parmi ce tout petit nombre d'impressions, il y a le Wakan Roeishu, ce qui est quand même assez remarquable. Pourquoi le Wakan Roeishu? On ne le dit pas explicitement à l'époque, mais on peut en avoir une idée à cause de cela. C'est que c'était ce Wakan Roeishu dans la liste des livres en écriture japonaise imprimés par les missionnaires fait suite à un recueil, ce qu'on pourrait appeler une sorte de recueil de citations, n'est-ce pas, une sorte de page rose du Petit Larousse. Et on voit bien ainsi que on a sorti ce livre
à l'usage des missionnaires qui étudiaient la langue japonaise pour pouvoir placer dans leurs sermons des citations poétiques connues de tout le monde. De même que les deux autres textes qui précédaient étaient aussi à l'usage des sermonnaires, n'est-ce pas? Ce Wakan no Eishu est certainement pour cela. Il est remarquable d'ailleurs de voir qu'ils n'ont publié qu'un seul des 2 fascicules, le premier, c'est-à-dire celui consacré aux 4 saisons, qui sont vraiment le répertoire le plus commun de la culture générale japonaise. Et même dans ce premier fascicule sur les 4 saisons, ils ont ôté la toute dernière série qui était, vous vous en souvenez, les noms de Bouddha, Butsumyo. On comprend très bien que les missionnaires n'aient pas voulu mettre ça. Donc, jusqu'au tout début de l'époque d'Edo, et après, à l'époque d'Edo aussi, le Wakan no Eishu a été très répandu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'est encore maintenant, n'est-ce pas? Nous avons plusieurs il y a, je crois, en ce moment sur le marché, au Japon, dans n'importe quelle librairie, vous pouvez acheter au moins 8 éditions différentes du Wakan no Eishu. Je vous donne l'une des toutes dernières qui est donc du professeur Miki Masahiro, n'est-ce pas, qui est vraiment l'une des plus récentes. Et tout à fait par hasard, en fouillant sur l'Internet, j'ai trouvé ce texte extraordinaire, n'est-ce pas? Koe ni dashite yomo Wakan no Eishu de Ishihara Shintaro, qui est l'ancien maire de Tokyo, si je me souviens bien, un personnage assez controversé dans le monde politique japonais, qui était romancier à ses débuts, n'est-ce pas? Il avait fait quelques romans, dont un qui avait un grand succès. Et ce livre assez récent montre que dans les milieux les plus inattendus, le Wakan no Eishu a encore une postérité tout à fait disons, digne d'attention. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu, et ce qui est intéressant dans ce texte oui, c'est aussi pour ça que je vous ai cité non pas comme autorité en matière de littérature classique japonaise, vous voyez, Koe ni dashite yomo, et vous voyez comment est écrit yomo, c'est-à-dire qu'il a bien adopté la lecture de lire à haute voix, le sens de lire à haute voix de Roe, et cela nous ramène justement encore une fois, à cette question de langue. Très souvent, et comme par exemple le traducteur récent, enfin l'un des 2 traducteurs récents en anglais de ce texte, a choisi pour son titre anglais, je vous l'ai donné il s'appelle Reimer, n'est-ce pas, et il a choisi comme titre anglais Poems to Sing, n'est-ce pas, en mettant bien l'accent sur le fait que c'était chanté. Je ne voudrais pas aller si loin dans la traduction, c'est pour ça que j'ai choisi comme traduction digne d'être récité. Alors, nous n'allons pas entrer dans ces détails aujourd'hui, mais réciter, lire à haute voix, n'est-ce pas, ça signifie littéralement lire à haute voix. Et le caractère e, yong en chinois, veut dire effectivement chanter, mais aussi psalmodier, réciter, c'est-à-dire réciter quelque chose en modulant la voix avant tout. Chanter implique, souvent pour la poésie, implique la présence d'instruments, et il est vrai que nous avons aussi des témoignages sur le Wakan no Eishu comme chanter accompagné de musique. Mais le sens de base est malgré tout réciter. Et vous allez voir que, si j'ai le temps, vous allez voir que cela se rapporte aussi à la façon dont j'ai abordé ce texte, puisque réciter veut dire lire en langue japonaise, n'est-ce pas? Et nous avons effectivement, et je vous en avais donné 2 exemples au tout début du cours, n'est-ce pas? Nous avons effectivement des témoignages qui montrent que les parties chinoises du Wakan no Eishu étaient lues en lecture phonétique, c'est-à-dire en ondoku. Vous en avez ici 2 exemples. Vous remarquerez que ces exemples qui sont anciens, d'ailleurs, sont en kaon, en lecture kaon, mais vous voyez que c'est une lecture kaon qui n'est pas
tout à fait, on ne peut pas faire, les Japonais, semble-t-il, n'arrivent pas à faire, pour des raisons tout à fait, que l'on comprend tout à fait, ne peuvent pas se résoudre à lire systématiquement en kaon. Vous avez le premier vers, normalement, ça devrait dire, ça devrait se lire Kambu Kyoku. Mais vous voyez qu'on lit Kammu Kyoku, alors que le reste est à peu près en kaon. Donc vous avez. Alors ça, mais ce sont des exemples plutôt particulier. Cela pouvait se faire, cela devait se faire dans certaines écoles, mais l'ensemble de la tradition manuscrite du Wakan Ueshu montre bien que même les textes, les passages chinois étaient lus en kundoku, n'est-ce pas, c'est-à-dire en lecture explicative japonaise. Et c'est là que l'on a justement l'idée de ce qui pouvait être l'intention du compilateur, Fujiwara no Kinto, je vous le rappelle, en lisant oralement en langue japonaise, eh bien, les trois étapes qui constituent ce recueil, n'est-ce pas? D'abord, citation de poèmes chinois, ensuite, citation de poèmes de style chinois écrits par des Japonais, donc en langue chinoise, et puis ensuite des waka évidemment en langue japonaise, eh bien, lorsqu'ils sont réalisés oralement, lorsqu'ils sont récités, yomu, n'est-ce pas, roei sare du toki, lorsqu'ils sont récités, voire psalmodiés, ils le sont tous en langue japonaise. C'est-à-dire que l'on a une sorte d'unification langagière dans la réalisation orale de trois niveaux de texte qui sont au niveau écrit, différents, bien différenciés. Vous avez ici un exemple manifeste, je vous donne le tout début du Wakan Ueshu, où vous voyez bien donc, la section Rishun, n'est-ce pas? Vous voyez que les trois premières lignes sont écrites en chinois. C'est une citation chinoise, une citation japonaise, une citation sino-japonaise, et puis ensuite vous avez le waka qui est écrit bien sûr en kana, n'est-ce pas, Toshi no uchi ni haru kinikeri, n'est-ce pas, Hitotose no koto o kozo yaiwan, kotoshi yaiwan, n'est-ce pas, c'est le tout début du Kokinshu, et vous voyez en plus la coquetterie de ce manuscrit ici, et qu'on retrouve pratiquement systématiquement, c'est que dans le waka, il n'y a aucun kanji. C'est-à-dire que vous avez à l'œil nu, vous avez, normalement, vous savez qu'il est relativement rare que des waka soient écrits sans un ou deux kanji. Ici, ils sont systématiquement sans kanji pour montrer justement, pour contraster à l'écrit les deux niveaux, les deux langues différentes. Ce ne sont pas seulement deux niveaux de langue. N'oubliez pas que le Kambun, ce n'est pas du japonais, c'est du chinois classique. Et lorsqu'un japonais écrit en Kambun, il écrit en chinois classique. Mais ils sont réalisés, les trois niveaux cette fois, sont réalisés oralement dans la même langue, dans la langue japonaise, ce qui est vraiment la dynamique du Wakan Kokinshu, du Wakan Ueshu. Je parlais du Kokinshu justement parce que, arrivé donc au début du XIe siècle, on a ce processus tout à fait intéressant que j'ai esquissé au tout début du cours, n'est-ce pas? Nous avions eu, en grosso modo, un siècle et demi de la seconde moitié du 8e siècle, après le Manyoshu, le Manyoshu étant rédigé en 759, jusqu'en 905, qui est la date de publication du Kokin Wakashu, donc des poèmes anciens et modernes. Donc pendant quasiment un siècle et demi, nous n'avons que des anthologies officielles, impériales, de kanji, de poèmes chinois. On a l'impression que la langue japonaise est occultée. Ce n'est pas vrai, bien sûr, puisqu'oralement, je vous l'ai déjà dit, ces kanji étaient lus en japonais. Et puis ensuite, nous avons, à partir de 905, nous avons les premières séries des anthologies des Shokusenshu, des anthologies impériales japonaises de waka, en langue japonaise cette fois, qui se succèdent assez rapidement, puisqu'entre 905 et l'époque de Fujiwara no Kinto, Fujiwara no Kinto est l'un des compilateurs, l'un des participants à la compilation de la quatrième anthologie impériale,
le Shui Wakashu, n'est-ce pas, le livre l'anthologie des glanures poétiques. Et donc nous avions en quelque sorte eu deux lignes parallèles, la ligne des poèmes chinois écrits par des Japonais, donc des poèmes sino-japonais, et l'autre ligne parallèle qui était celle des anthologies de waka. Et à cette époque-là, donc à partir de la 4e anthologie de waka, Kinto font les deux ensemble pour la première fois. Il met ensemble les deux traditions, les deux traditions poétiques japonaises, les kanji et les waka. Il les met sous l'autorité suprême de Pochuyi, n'est-ce pas, Hakyoi, Hakurakuten, et en spécifiant qu'ils sont destinés à la récitation, eh bien, il les unifie dans l'acte langagier, je dirais, japonais. Alors que il y a aussi une autre... en même temps, vous savez que parmi les différentes hypothèses qu'il y a sur l'élaboration de ce recueil, une hypothèse, une qui peut être considérée comme assez plausible, c'est que c'est une sorte d'organisation c'est pratiquement certain, n'est-ce pas? Kinto a réuni ensemble, en un volume, les différentes citations poétiques que l'on trouvait écrites, par exemple, sur des paravents, ou, je dirais, sur n'importe quel support qui était en vogue à l'époque. L'un des récits historiques sur la Constitution de ce texte voudrait que Kinto l'ait rédigé et calligraphié lui-même ces citations pour les offrir à son gendre lors du mariage qu'il a fait avec sa fille, n'est-ce pas? Ça aurait été un cadeau de mariage, donc entièrement calligraphique. Et en même temps, en mettant ce terme de roe, Kinto le faisait déplacer du niveau, ou plutôt, je ne dirais pas qu'il change de niveau, mais qu'il montre que les deux sont absolument indissociables. Voilà, et nous avons ici l'illustration en quelque sorte de ce processus. Ce processus lui-même, d'où venait-il? Donc 1013, disons 1013. À la fin du Xe siècle, nous l'avons vu aussi, c'était propagé très rapidement dans les milieux cultivés de Heiankyo, de Kyoto, une cérémonie qui a commencé dans le Tendai, justement le Tendai qui était la grande école noble de l'époque, que l'on appelait le Kangaku, n'est-ce pas, le Gaku o Susumeru no Kai, les assemblées d'exhortation, d'encouragement à l'étude. Je ne reviens pas là-dessus, c'est assez, mais en 3 mots simplement. Ces Kangakue se sont d'abord développés dans les grands temples, dans les grands monastères, et singulièrement au Enryakuji, n'est-ce pas, au Hieizen, et consistaient, après la lecture du Sutra du Lotus, ou d'un chapitre du Sutra du Lotus, selon les cérémonies qu'il y avait, n'est-ce pas, on lisait le Sutra du Lotus en lecture bien sûr, n'est-ce pas, comme tous les sutras. Ensuite, vous aviez une conférence, ce qu'on a un ko, n'est-ce pas, c'est le ko-kyo, c'est-à-dire faire une conférence sur le sens du sutra, et il y avait un sermon dans lequel le Sutra du Lotus pouvait être cité en lecture phonétique, encore en lecture on, et puis développé en lecture kun pour les gens qui écoutaient, qui n'étaient pas forcément des moines. Et puis après cela, vous aviez une session poétique, comme on pourrait dire maintenant. Souvent, ces Kangakue pouvaient aussi se développer, être organisés à l'occasion de funérailles. Et vous aviez alors une séance de poésie en commun où l'on rédigeait des poèmes sur les passages du Sutra du Lotus qu'on venait d'étudier. Et les hommes écrivaient alors des kanji,
Au début, donc, c'était simplement des séances de kanshi, de poèmes chinois, de poèmes de style chinois. Et puis, il y avait des dames de la cour qui trouvaient regrettable de ne pas avoir leur mot à dire lors de ces séances aussi. Et assez rapidement, on a admis qu'au cours de ces séances, on dédoublerait, n'est-ce pas? On ferait d'abord une session de kanshi, de poèmes chinois, et ensuite une session de poèmes japonais, de waka, pour les dames, avec d'ailleurs des messieurs qui s'y sont mis aussi. Et vous avez ici, dans ce prototype, dans ce squelette liturgique du Kangakue, vous avez exactement ce qu'on retrouve dans le Wakan Roeishu, n'est-ce pas? À savoir un texte primordial considéré comme au-dessus de tous les autres. Dans un cas, c'est le Sutra du Lotus. Dans l'autre, c'est le poème chinois qui est en général tiré de l'œuvre de Po Chuyi, Hakurakuten. Et n'oubliez pas que deux siècles plus tard, Jien, le grand poète Jien, qui prolongera cette tradition, appelle Hakurakuten, appelle Po Chuyi une sorte d'avatar du Bodhisattva Manjushri, c'est-à-dire qu'il lui donne un statut de Bodhisattva. C'est-à-dire ce que dit Po Chuyi, c'est parole d'évangile, si j'ose dire. Donc vous avez d'un côté le Sutra du Lotus en chinois, de l'autre les poèmes de Po Chuyi en chinois. Ensuite vous avez les kanshi japonais, les poèmes faits par des japonais, de même dans le Wakan Roeishu. Et puis ensuite vous avez les wakas. Vous avez la même structure et le même processus langagier qui est derrière. Le Sutra du Lotus lu en prononciation sino-japonaise, lu ensuite en langue japonaise, et puis ensuite peu à peu dissous dans la culture et dans la langue japonaise par les poèmes. C'est quelque chose de très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, je me perçois que j'ai beaucoup moins de temps que je pensais pour dire un certain nombre de choses, mais enfin, je vais essayer quand même de me hâter. Bon, je vous fais grâce de quelques autres particularités. Ce qui est intéressant, j'aurais voulu revenir un tout petit peu sur la personnalité de Kinto aussi. Kinto est un poète, on a un recueil de ses propres recueils poétiques. Je vous rappelle qu'il est mort en 1041, hein, c'est-à-dire que donc une trentaine d'années après la rédaction de ce texte. Il a été, on pourrait dire il était spécialisé dans la gestion des poèmes, n'est-ce pas, à l'époque. C'est-à-dire que non seulement il poètait pour lui-même, mais il s'occupait aussi de la rédaction donc, de l'anthologie impériale, et surtout il avait des préoccupations critiques et classificatoires tout à fait évidentes. Je ne reviendrai pas non plus trop sur les origines bouddhiques de cet état d'esprit, mais vous vous souvenez, n'est-ce pas, que nous avions parlé de deux textes importants, qu'on appelle parfois des textes théoriques. Ce n'est pas du tout vrai, ce sont des textes très courts et il n'y a absolument aucune théorie dedans, mais de tout petits textes très courts de Kinto sur les classifications et les évaluations de poèmes japonais. En particulier, il y en a un qui s'appelle le Wakakuhon, n'est-ce pas, qu'on prononce aussi Wakakubon, c'est-à-dire Hon, c'est Shina, n'est-ce pas, les Hin, n'est-ce pas, donc les 9 catégories de Waka, dans lesquelles il classe une petite trentaine enfin un peu plus, mais entre 30 et 40 et 50 poèmes japonais, selon leur catégorie, selon 9 catégories, mais divisées à chaque fois en 3 à l'intérieur, n'est-ce pas, et qui sont entièrement calqués, évidemment, sur les catégories des renaissances de la terre pure et des êtres qui renaissent dans la terre pure dans les sutras d'Amida, n'est-ce pas. Donc c'est vraiment une classification bouddhique qu'il remet au service de la poésie. Vous savez qu'il est aussi connu pour avoir élaboré le premier, semble-t-il, les 36 immortels de la poésie, les Sanjurokasen, n'est-ce pas, dont on sait
le succès, le succès par la suite. Et d'ailleurs, là c'est une petite digression sur laquelle je ne pourrais pas m'étendre, mais vous vous souvenez que dans le Wakando Eishu, nous avons trouvé plusieurs fois la présence des immortels taoïstes, des sennin, n'est-ce pas, des sennin. C'est le même caractère que dans les Sanju Rokkasen. Et on peut vraiment se demander s'il n'y a pas de la part de Kinto une volonté d'assimiler les ermites taoïstes, les retraites, ceux qui vivent dans leur vie en retrait du monde, aux poètes. C'est une idée tout à fait courante à l'époque. On prête aussi, vous savez qu'il y a 6 grands poètes nommés dans la préface japonaise du Kokinshu, de Kinotsuda Yuki. Ils n'avaient pas de nom particulier à l'époque, c'était les 6 grands poètes cités dans la préface, et on les a appelés les Rokkasen par la suite, n'est-ce pas, les 6 immortels de la poésie. Et cette appellation de Rokkasen semble aussi, ou en tout cas dans la tradition, remonter à Kinto. Il y a une sorte d'obsession chez lui avec le terme d'immortel de la poésie, et l'on retrouve cette préoccupation, je dirais, cet intérêt dans son recueil, puisqu'il y a systématiquement, vous avez un grand nombre de poèmes, même lorsqu'ils sont en dehors, vous avez une rubrique, une série qui est consacrée aux Senka, vous vous souvenez, les demeures des immortels, mais vous avez aussi de nombreuses allusions aux immortels par ailleurs. Il faudrait sans doute rapprocher cette idée d'une autre idée bouddhique cette fois, que l'on voit esquisser parfois dans certains textes, mais je n'ai pas le temps d'entrer ici. C'est l'idée du poète, du kajin, n'est-ce pas, de celui qui fait des poètes, comme Bouddha solitaire, dokkaku, shitori de sameru, n'est-ce pas, ou bien engaku, n'est-ce pas, le Bouddha éveillé par les liens causaux, que l'on appelle en termes plus techniques byakushibutsu. Ce qui est Byakushibutsu, c'est la transcription d'un mot sanskrit, Pratyeka Buddha, qui veut dire Bouddha solitaire, Bouddha, personne qui s'est éveillée toute seule. Et l'assimilation entre Dokkaku, n'est-ce pas, Engaku, les Bouddhas solitaires, et les poètes, était une idée assez répandue à l'époque de Heian. Le professeur Shirato Waka, qui était une grande spécialiste à la fois du bouddhisme médiéval et de la littérature poétique médiévale, avait déjà fait le rapprochement. Il y a aussi cette idée du sennin, et on voit que Kinto donc, a tout à fait bien réalisé cette union. Alors, il y a une source très intéressante, puisque malheureusement Kinto n'a pas fait de préface ni de postface à son recueil. Il y a des sources très intéressantes qui nous permettent d'avoir non pas une idée de ce que pensait Kinto lorsqu'il a fait ce recueil, mais au moins de la façon dont la postérité plus ou moins immédiate l'a reçu. Ce sont les préfaces, n'est-ce pas, les jobun, les préfaces des différentes éditions que nous avons du Wakando Eishu et des commentaires. Nous avons une assez riche littérature de commentaires et parfois des éditions de manuscrits même, des copies de manuscrits étaient précédées d'une préface. Nous en avons vu quelques-unes au cours du séminaire, et dans ces préfaces, nous avons des idées très intéressantes qui se dégagent. Alors, je ne dis pas du tout que c'était celle de Kinto, bien sûr, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Je ne pense pas qu'il aurait été aussi très opposé à certaines des idées qui s'esquissaient dans ces préfaces, puisque certaines sont tout à fait répandues au Japon dès son époque. Mais il y a quand même des choses qui reviennent, des récurrences qui reviennent de façon très intéressante. Et la première, ceux qui ont assisté au séminaire l'ont remarqué, la première, c'est que l'un des principaux thèmes discutés par les préfaciers, c'est un peu les circonstances de la compilation, tout ça, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais l'un des principaux thèmes qui commence invariablement ces préfaces, c'est l'explication, l'élucidation du terme même de wakan. Wakan. Donc wa qui est écrit avec le wa de Daiwa, n'est-ce pas, Yamato, et kan. On penserait que ça va de soi. Les Japonais savent pourquoi on parle de wa, pourquoi on parle de kan. Or,
ici, c'est systématiquement repris par les préfaciers. Il faut se demander pourquoi. Parce que, alors, il faut savoir aussi que bon, je rappelle, enfin tout le monde le sait évidemment, mais le second caractère wa donc de Yamato est utilisé systématiquement au Japon depuis très longtemps, depuis le 8e siècle. Dans la préface chinoise du Kokinshu, la préface chinoise qui est mise en arrière, n'est-ce pas, à la fin de la post, donc c'est devenu la postface, on appelle bien waka, dans le texte chinois, on parle bien de waka, n'est-ce pas, et wakoku, etc., donc pour le Japon, écrit avec la paix. Mais c'est écrit c'est écrit en chinois, mais c'est du chinois à l'usage des Japonais. Or, les Japonais savent bien, et là, comme nous sommes maintenant dans une tradition où, comme vous le voyez ici, le chinois et le japonais sont mêlés, et en quelque sorte, les lettrés chinois qui traitent cette anthologie sont obligés quand même de se remettre dans l'état d'esprit d'un lettré chinois. Cette utilisation du second caractère wa pour parler du Japon est tout à fait abusive. Ce n'est pas du chinois. On n'a jamais utilisé ça en chinois. Le caractère wa pour la paix, pour parler du Japon, n'existe pas en chinois. Comme vous le savez, c'était le premier caractère. Ce premier caractère, bon, je n'insiste pas, on parle souvent du pays des nains courbés, etc. etc. Ce n'est pas un sens, quand on regarde les grands dictionnaires, ce n'est pas un sens attesté à l'époque ancienne. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais il est très peu probable que ça signifie nain à l'époque. Et bon, en tout cas, ça serait un biais interprétatif tout à fait singulier. Je ne dis pas que ça ne signifie pas le nain actuellement. Par exemple, vous savez, lorsqu'on a découvert l'homme de Flores en Indonésie il y a quelques années, qui était un homo sapiens qui, semble-t-il, était de très petite taille. Alors on ne sait pas si c'est une vraie espèce ou si c'est simplement un accident, je ne sais pas, génétique. On l'a appelé donc l'homme de Flores. Les journaux chinois titraient en gros avec le caractère, n'est-ce pas, Wojan, n'est-ce pas, c'est-à-dire les nains, ce qui faisait penser évidemment aux Japonais. Parce que quand vous regardez un dictionnaire chinois moderne, le caractère wo veut dire vraiment appellation des Japonais. Mais maintenant, je me demande même s'il n'y a pas une dépréciation du caractère à cause du fait qu'il désignait à l'origine le Japon. Alors maintenant, pour ce qui est de la raison pour laquelle on a adopté ce caractère, je ne peux pas entrer dans les détails. Il y en a une qui me fascine singulièrement, mais je pense qu'elle ne peut pas être exacte. C'est celle selon laquelle elle viendrait du pronom japonais wa, n'est-ce pas, pour se désigner soi-même, et que les Chinois ayant entendu les Japonais dire wa, ils les ont appelés les wa. Bon, je ne connais pas d'autres ethnonymes qui soient ainsi faits à partir d'un procédé grammatical, ça me semble. Mais, enfin, bon, alors que cela n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est que pour les préfaciers japonais, ils éprouvent d'abord le besoin de justifier ce terme. Et d'ailleurs, il y a certaines éditions du Wakan no Eishu qui utilisent le terme chinois correct, c'est-à-dire avec la clé de l'homme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on recorrige en quelque sorte les manuscrits pour mettre le terme chinois correct. Quand on écrit Wakan no Eishu comme nous l'écrivons, comme tout le monde l'écrit, du point de vue du Kambun, c'est une incorrection. Et on comprend pourquoi les préfaciers attachent beaucoup d'importance à cela. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'ils contrastent les deux termes, Wakan, kan pour la Chine. D'un côté, c'est une appellation d'abord, c'est le nom d'une rivière, comme vous le savez, n'est-ce pas, et ensuite le nom d'une dynastie, comme vous le savez encore mieux. Donc c'est un terme géographique et historique. Wa, en revanche, est glosé par les préfaciers et bien expliqué dans le cadre de la mythologie japonaise. C'est-à-dire que et encore une fois, en jouant habilement de cette ambiguïté fondamentale chez les Chinois comme chez les Japonais, qui consiste à ne pas distinguer le caractère
du son qu'il représente, les Japonais expliquent, les préfaciers expliquent à la fois pourquoi wa c'est wa, mais c'est aussi Yamato. Et Yamato. C'est-à-dire que normalement c'est Daiwa qui est écrit, qui se prononce Yamato, mais on peut aussi le prononcer tout seul. Et on explique par toutes sortes de mythomènes japonais l'appellation de Yamato. Et ensuite, pour l'appellation de Nihon, n'est-ce pas, Hinomoto, et l'appellation de Fuso, on fait aussi l'appel, cette fois, à des mythomènes, oui, chinois. C'est-à-dire que donc l'appellation japonaise est tout de suite mise au niveau divin. Alors que pour ce qui est de la Chine, Kan, c'est historique, ça n'a pas d'importance particulière. Mais il y a un préfacier qui remet en équilibre en quelque sorte les deux, non pas en allant chercher des origines mythiques chinoises pour le terme de Kan, mais en donnant une justification religieuse, à savoir que c'est pendant la dynastie des Han, des Kan, donc, que le bouddhisme s'est introduit en Chine. Et c'est tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas? D'un côté, nous avons donc le Japon expliqué par la mythologie japonaise, de l'autre côté, le nom de la Chine justifié par l'histoire du bouddhisme. Et évidemment, alors on voit tout de suite comment se rétablissent les choses. Et encore une petite remarque, évidemment, les préfaciers n'omettent pas de rappeler que le waka, la poésie japonaise par excellence, n'est-ce pas, le waka classique de 31 syllabes, est l'œuvre d'un dieu. On l'a dit déjà suffisamment de fois pour que je n'y revienne pas. Donc Susanoo no Mikoto, on rappelle à chaque fois l'origine divine du waka. Et pour la poésie chinoise, comme vous vous en souvenez peut-être, les Japonais trouvent en quelque sorte, vous voyez, toujours à la recherche de parallèles, cherchent le parallèle du waka et ils le trouvent dans le gogonzekku, c'est-à-dire le quatrain de 5 syllabes, le quatrain de 5 syllabes qui est de fait, en effet, à l'époque des Tang, la forme poétique la plus répandue et qui sera la plus cultivée au Japon. Ils rappellent que ils trouvent la connexion historique entre le gogonzekku et l'histoire dans la personne de Rideo, n'est-ce pas, de Li Ling, dont on a déjà parlé. Li Ling, n'est-ce pas, qui est datable des environs de 100 avant Jésus-Christ, qui est un général chinois, un militaire chinois en tout cas, qui avait collaboré avec les ennemis de la Chine, avec les Xiongnu, n'est-ce pas, avec les Han, les Han, je ne voudrais pas identifier les deux peuples, mais ceux que l'on a souvent identifiés aux Han, les Kyodo, n'est-ce pas. Li Ling était parti chez les Han, il a épousé une dame Xiongnu et il est resté chez les ennemis de la Chine. Donc, les préfaciers japonais mettent d'un côté l'origine divine du waka japonais, de l'autre côté, l'origine historique et même à peine honorable du gogonzekku chinois. Et on voit tout à fait l'idée qui se profile derrière cela. Nous avons donc une langue divine, une langue humaine qui est le chinois classique, mais extraordinairement prestigieuse. Mais cette langue humaine est revivifiée, revitalisée par la présence du bouddhisme. Et en mettant la tradition chinoise sous le signe du bouddhisme, les Japonais de l'époque médiévale après Kinto mettent le processus même que nous avons ici, encore une fois, de passage du chinois comme cette fois langue des écritures bouddhiques, puisque le sanskrit le bouddhisme n'est pas passé par le sanskrit ni par le pali, mais par le chinois, et le japonais, si bien qu'on est dans une configuration qui est vraiment le Honji Suijaku,
ou le wako dojin, c'est-à-dire la base originelle et les traces descendues. Ou le wako dojin, n'est-ce pas, l'adoucissement de la lumière pour se mêler à la poussière du monde. Tout le parcours est ainsi reconstitué. Et c'est pour cela que dans tout ce processus, la personnalité de Po Chuyi est fondamentale, parce que Po Chuyi est non seulement donc il est le principal poète chinois transmis au Japon à partir du IXe siècle aussi, n'est-ce pas? Tout le monde le lit à l'époque. Vous vous souvenez, donc Kinto est contemporain de Murasaki Shikibu. Il est donc Murasaki Shikibu qui connaissait très bien Po Chuyi, comme le disent bon nombre d'anecdotes que nous avons autour d'elle et de ses consoeurs. Et Po Chuyi est un poète bouddhique. Il est bouddhiste. Et comme vous le savez, l'une des citations centrales, non seulement de ce Wakan Doeishu, mais de tout texte japonais qui se préoccupe du statut de la poésie japonaise au Japon, tourne autour de cette phrase de Po Chuyi que nous avons de la Wakan Doeishu, n'est-ce pas, sur la façon dont il faut permuter, il faut transformer shirogaesu, les propos frivoles et les propos frivoles et les paroles spécieuses, n'est-ce pas, le kyogen kigyo, n'est-ce pas, kyogen kigyo, ou souvent prononcé kyogen kigo, qu'est la poésie en général, et la poésie pré-bouddhique, si j'ose dire, il faut la transformer en éloge du Bouddha, en éloge du véhicule de Bouddha. Cela est dit pratiquement au milieu du Wakan Doeishu, c'est répété par une personnalité comme Jien, ainsi que je vous l'avais dit la dernière fois, et ça montre bien la façon dont Kinto entend mener sa compilation. Ce qui explique justement cette espèce de structure extraordinaire que nous avons ici et qui se répète à chaque fois, où nous avons d'abord un poème chinois fait par un Chinois, ensuite un poème chinois de style chinois fait par un poète japonais, et ensuite le poème japonais qui vient comme un point d'orgue, une conclusion et un rappel de tout ce qui a été fait précédemment, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que j'avais essayé de comparer cette dynamique des séries japonaises à la dynamique qui préside aux poèmes chinois et japonais aussi, en quatre étapes, n'est-ce pas, qu'on appelle le Kisho Ten Daku, ou Kisho Ten Ketsu, c'est-à-dire l'origine, le début, le développement, le retournement, ten, encore une fois, hirugaesu, n'est-ce pas? Et ensuite la chute. Et la chute, la conclusion. Et les waka, à chaque fois, se présentent justement comme la partie musubi, n'est-ce pas, la partie ochi, en quelque sorte, de cette dynamique. Le waka est à la fois une sorte d'anamnèse, n'est-ce pas, de récapitulation de tout ce qui précède, et apporte toujours, le plus souvent, comme vous avez ici un très bon exemple, n'est-ce pas? Vous avez deux poèmes deux citations poétiques sur le printemps. Bon, je l'insiste, on en avait déjà parlé la dernière fois, je n'y reviens pas. Mais vous voyez le poème japonais qui se présente, comme c'est souvent le cas, sur une sorte d'interrogation perplexe. Kozo to yaiwa, kotoshi to yaiwa, faudra-t-il dire l'année dernière ou cette année? Et qui est la récapitulation. Voilà, il y a d'abord une affirmation du printemps, ensuite une affirmation ambiguë, printemps d'un côté, hiver de l'autre, et puis le poème japonais qui vient concrétiser toute cette question. Nous avons donc tout à fait cela bien expliqué ici, et c'est quelque chose qui se répète indéfiniment. C'est le poème japonais, le waka de conclusion, qui supporte l'ensemble du texte. J'aurais voulu dire encore pas mal de choses. Je vais quand même... C'est quelque chose, cette utilisation du waka, cette utilisation que je dirais presque logique du waka, dialectique du waka,
qui n'est pas du tout unique à Kinto. Et ça, il faut bien le voir, et c'est pour ça que les Japonais ne peuvent que le lire de cette façon. Je veux dire les Japonais de l'époque et des époques postérieures. Maintenant, c'est une autre chose, je ne sais pas comment Ishihara Shintaro le fera. Mais à l'époque, n'oubliez pas, 1013, à la fin du Xe siècle, 992 ou quelque chose comme ça, mourait le grand moine chinois Ryogen, n'est-ce pas, Ryo de Ryoshiki, n'est-ce pas, de Ryo et Gen Minamoto, Ryogen, qui était considéré comme le grand fondateur de la tradition des disputations scolastiques japonaises, les rongi, n'est-ce pas, les rongi. Or, je ne vais pas revenir là-dessus sur ce phénomène qui est passionnant, mais or les rongi ne sont pas une tradition si universelle que cela dans le bouddhisme. À l'époque actuelle, il y a deux grands pays, deux grandes civilisations, deux grandes cultures bouddhiques qui ont maintenu cette tradition, c'est le Tibet et le Japon. Les antécédents chinois des rongi, moi je ne les vois pas très bien, mais là c'est encore une autre discussion. Ce qui est intéressant, c'est que dans les rongi japonais, et ça c'est assez unique, les waka jouent un rôle particulier. Les waka peuvent être utilisés comme argument logique, ce qui est tout à fait invraisemblable, n'est-ce pas? Nous avons eu des rongi en France aussi, à Paris et pas très loin d'ici, à la Sorbonne au Moyen-Âge. Je ne pense pas, je n'ai jamais vu de poème utilisé comme citation. Il se peut qu'il y ait parfois des citations à l'intérieur d'une discussion. Mais souvent, et avec le temps, les waka deviennent même la conclusion du rongi. Or, quel est le but du rongi, de la disputation japonaise, et celle du tendai en particulier, donc qui est à l'époque qui nous intéresse? La dispute met en concurrence deux thèses, enfin une thèse et une antithèse, comme partout, vous me direz. Et vous avez ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que physiquement, enfin en tout cas temporellement, le rongi se divise en trois parties, en trois échanges. Et le but de chaque échange, et le troisième étant le plus développé, c'est de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux thèses qui précèdent. Et donc la fin du rongi, c'est ce qu'on appelle le etsu, n'est-ce pas? Le etsu, c'est-à-dire l'intégration. L'intégration des contradictions, c'est-à-dire le pour et le contre se résorbent dans une dimension supérieure, ramenée à une vérité plus haute, qui était la vérité authentique, et qui est la conclusion du rongi. Or, cette utilisation du waka dans les rongi rappelle tout à fait ce que fait Kinto ici, où nous avons parlé de l'espèce de dynamique narrative, en quelque sorte, de chacune de ces séries, et le waka arrive en dernier lieu comme la conclusion qui, souvent, dépasse, résume ou présente un autre aspect transcendant de tout ce qui précède. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment avoir. Alors, je n'ai plus que... J'ai 4 minutes de plus que je ne pensais. Alors, c'est très bien. Si vous pensez que je bouddhise trop, je crois que j'ai oublié de le mettre. Si vous pensez que je bouddhise trop, je vous rappelle ce que nous avons vu la dernière fois, le dernier poème de la partie Mujo, qui est le dernier poème d'une série dont la thématique est parfaitement identifiable, l'impermanence, dont je peux vous rappeler ici l'énoncé, malheureusement. Donc, Sue no tsuyu, moto no shizukuya, yononaka no okure sakidatsu tameshi naruran. Je le répète, Sue no tsuyu, moto no shizukuya, yononaka no okure sakidatsu tameshi naruran, que j'avais traduit simplement pour vous donner une idée du sens, la rosée sur les ramilles, la goutte en est à la racine. En ce monde qui est le nôtre, serait-ce le modèle pour qui, plus tôt ou plus tard, disparaît? Je vous avais fait remarquer que ce poème était en réalité une allusion à un dogme très précis
de l'école Tendai qui est prédominante à l'époque, les 10 incités, la dernière incitée étant Honmatsu Kukyoto, n'est-ce pas? La parfaite égalité, Kukyoto, Byodo no To, n'est-ce pas? La parfaite égalité, Honmatsu Moto Tosue, n'est-ce pas? Du début et de la fin, de la racine et des branches, etc. Donc le parfait retour, il n'y a pas de contradiction, tout revient toujours à l'origine, tout se résorbe dans l'origine. C'est un peu le même sens que le shiki, n'est-ce pas? Shiiki du sango shiiki, revenir, converger vers l'origine, au-delà de tout dépassement. Nous l'avons lu tout à fait dans la logique de la rubrique, n'est-ce pas, qui était l'impermanence, où l'on montrait qu'en fin de compte, il n'y avait ni naissance ni mort. La naissance est identique à la mort à la naissance, et il y a parfaite égalité, c'est-à-dire qu'on ne sort pas, au niveau de la vérité ultime, on ne sort pas de cette identité fondamentale. Maintenant, si l'on considère ce poème comme la conclusion de l'ensemble du recueil, ce qui est parfaitement normal, puisque c'est le dernier poème avant la rubrique Haku, et eh bien, nous avons Honmatsu. Je vous ai tout à l'heure parlé du Honji Suijaku, n'est-ce pas? Je pense qu'on le retrouve dans cette procession presque plotinienne, n'est-ce pas, qui va de la Chine au Japon. Si l'on prend ce terme de Honmatsu Kukyoto pour l'ensemble du recueil, Hon, c'est le Kan, n'est-ce pas? C'est la Chine. Matsu, c'est le Japon. Honmatsu Kukyoto, c'est la parfaite égalité de l'origine, de la racine et des branches, c'est-à-dire la parfaite égalité de l'expression chinoise et de l'expression japonaise de la vérité bouddhique. Il me semble que c'est quelque chose qui est tout à fait évident lorsque l'on se place, encore une fois, dans la logique de la poésie bouddhique de l'époque. Je vous rappelle qu'on a des dizaines de poèmes où vous avez Sue et Moto qui sont ainsi contrastés, bien dans la... Ce n'est jamais par hasard qu'ils apparaissent dans le même énoncé. Alors, j'aurais pu conclure là-dessus, mais je voudrais quand même revenir sur la dernière rubrique, cette rubrique un peu mystérieuse du Wakan Eishu de Kinto, qui est la rubrique Haku, n'est-ce pas? Shiro, la couleur blanche, qui semble ne pas se trouver qui n'a pas de précédent. Elle aura des successeurs, puisque le Shinkan Eishu, qui va imiter le Wakan Eishu, va bien sûr reprendre la rubrique blanc après. On ne sait pas trop pourquoi, je vous en ai parlé au début. L'explication la plus évidente, qui, malgré sa naïveté, ne peut pas, ne doit pas, et doit être écarté, doit même être impérieusement gardé, c'est bien sûr l'allusion au nom de famille de Pojuyi, de Hakudakuten, c'est Haku de Hakudakuten. Il y a après plusieurs explications. Après l'impermanence, nous avons la vieillesse, la tête blanche, les cheveux blancs, c'est d'ailleurs ce que nous avons ici, n'est-ce pas? Shirake-taru Toshi. L'année, l'âge où l'on devient tout blanc, c'est-à-dire les âges de la tête chenue, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait aussi envisageable. Comme vous le savez, et comme je vous l'ai dit avec les disputations japonaises, qu'il y ait une explication plus importante que les autres, plus définitive que les autres, n'empêche pas les autres niveaux d'interprétation aussi. Et je suis sûr qu'il y a tout cela. Je suis un peu plus sceptique lorsque je vois plusieurs commentateurs modernes dire avec plus ou moins d'assurance que ce haku viendrait en réponse. Alors là, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille regarder, et comme je vous l'ai encore montré tout à l'heure, et pour vous montrer que ce n'est pas moi seulement qui raisonne comme ça, mais vraiment les commentateurs savent bien qu'il faut considérer le Wakan Eishu dans son ensemble et pas ponctuellement, donc dans sa structure d'ensemble, et à ce moment-là, le haku, la rubrique haku, qui est la dernière du second livre, du second maki, répond strictement à la dernière rubrique du premier livre, qui est Butsumyo, dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les noms de Bouddha.
Et à ce moment-là, disent les commentateurs, et c'est là où je les lâche, je dirais, ils disent c'est normal, donc la récitation des noms de Bouddha est une forme de sangha, n'est-ce pas, de pratique peut être une forme de pratique de pénitence. On se débarrasse des actes mauvais, du hakugo, n'est-ce pas, du mauvais karma par ces actes de récitation du Bouddha. Donc on retrouve ce qu'on appelle le byakugo, n'est-ce pas, le karma blanc. Hakugo, bon, disons qu'à l'époque on pourrait peut-être prononcer enfin, un certain snobisme du Kaon de l'époque pourrait encourager à prononcer haku plutôt que byaku. À ce moment-là, il faudrait prononcer byakugyo, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Ce n'est pas impossible, mais je ne vois pas la nécessité impérieuse de penser à cela, surtout que rien n'y fait penser dans le contenu des poèmes. Or, il me semble, je vous l'ai déjà dit, qu'il est peut-être plus important, qu'il serait beaucoup plus significatif de penser encore une fois à l'esprit vraiment très subtil de Kinto. Enfin, j'espère vous l'avoir montré au cours des différentes parties, n'est-ce pas? Haku, byaku. Byaku veut dire aussi, vous avez le hyobyaku, n'est-ce pas? Dans une cérémonie bouddhique, vous avez la manifestation de l'intention, la déclaration d'intention, si j'ose dire, n'est-ce pas, qui montre pourquoi cette cérémonie est faite. Et elle se caractérise par l'utilisation du caractère byaku, blanc, qui ne veut pas dire bien sûr blanc à ce moment-là, ça veut dire simplement déclarer. C'est ce qu'on lit mosu, n'est-ce pas? Mosu, dire. Et si vous mettez ensemble les deux rubriques, vous avez Butsumyo Mosu, dire, exprimer, énoncer, invoquer le nom de Bouddha, qui fait une phrase parfaitement normale. Et ça impliquerait, en quelque sorte, la présentation du Wakan no Eshu, du recueil en son entier, comme une offrande bouddhique. On a l'allusion au fait que c'était un cadeau de mariage, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, mais l'idée qu'il y ait une offrande dans ce terme de haku est tout à fait, pour moi, me semble tout à fait plausible, et même, je pense même que c'est le plus probable. En tout cas, ça me semble plus sérieux comme explication que cette histoire, enfin, bon, qui est possible, mais beaucoup moins de hakugo, n'est-ce pas, de byakugo, de karma blanc. Je voudrais quand même finir sur ce dernier poème. Alors, cette fois, le tout dernier poème du recueil, le dernier poème de la rubrique blanche, qui est très courte. Hein, alors que autant la rubrique Mujo est longue, vous vous souvenez, il y a 15 ou 16 poèmes, autant celle-ci est très courte. Donc c'est vraiment une sorte de colophon, n'est-ce pas? C'est pour ça que... Et vous avez le dernier poème qui est de Kinto. Or, ce poème de Kinto semble bien avoir été composé par Kinto lui-même pour cette rubrique. C'est-à-dire qu'elle n'avait... Vous vous souvenez peut-être sur la rubrique Kōshin, n'est-ce pas, la nuit du singe, si j'ose dire, cette petite fête, enfin cette cérémonie taoïste où les gens essayent de rester toute la nuit sans dormir pour empêcher les trois vers, les sanshi, qui sont à l'intérieur de l'homme, de monter, répéter au juge, à l'empereur céleste, toutes les mauvaises actions qu'a commises l'individu. Eh bien, il y a aussi un poème de Kinto qui est donné dans cette rubrique, et c'est un poème qui ne veut absolument rien dire, sinon qu'il y a un dajare, n'est-ce pas, un calembour, vous vous souvenez, avec Konoe Zadu, n'est-ce pas, et Zadu, donc qu'on n'a pas obtenu, et Sadu, le singe. Donc, Kinto avait fait ça pour l'occasion. Et on a manifestement ici la même chose avec ce poème, n'est-ce pas? Shira shirashi, shira ketaru toshi, tsuki kage ni yuki ga kiwakete, mume no hana o oru.
Alors vous voyez qu'il y a du blanc partout, c'est blanc sur blanc, c'est pas noir sur noir, c'est blanc sur blanc, et c'est un poème presque comique, donc je me suis permis de traduire, je n'entre pas dans les détails parce que je me suis permis de traduire le premier vers par blanc sur blanc. En ces années où j'ai blanchi, donc mes cheveux, à la clarté de la lune, la clarté blafarde, n'est-ce pas, de la lune, me frayant dans la neige un chemin, vous voyez ainsi, pour briser une ramille de fleurs de prunier, blanc encore, n'est-ce pas. Donc vous n'avez que du blanc. Et ça donne une... Alors, on pourrait penser aussi que ce blanc est une disparition, mais bon, je n'entre pas dans les détails. Ce qui m'intéresse ici, c'est que cette phrase de conclusion va être, et ça je ne le savais pas, et c'est l'un des bonheurs, enfin je ne m'en souvenais plus plutôt, mais c'est l'un des bonheurs de ce que l'on fait ici, c'est que ce poème est repris dans un texte qui fera l'objet du cours de l'an prochain, qui est le Senjusho. Je vous en reparlerai à loisir, le Senjusho, qui est une sorte de recueil d'anecdotes sur la vie d'un grand poète médiéval, Saigyo, de la fin du XIIe siècle. Et justement, vous allez voir, je vous donnerai au premier cours pourquoi ce recueil me semble important, recueil dans lequel Kinto joue un rôle décisif sur les rapports entre langue et pouvoir magique même. Et ce poème est repris dans le Senjusho, ce que j'avais complètement oublié. Et il est repris avec, cette fois, une anecdote historique qui le remet en contexte avec l'empereur Hanamura, n'est-ce pas, etc., qui n'a sans doute rien à voir avec ça, parce que je suis persuadé que Kinto a fait ce poème pour donner une bonne conclusion à la rubrique blanc. Donc, vous voyez que, en fin de compte, comme dans le Wakano Eishu, tout s'enchaîne, et je vous remercie d'avoir écouté avec patience cette année ces interprétations qui étaient parfois sur la corde raide, mais qui, je pense, se justifient pleinement. Voilà, merci beaucoup.